Bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir pour cette conférence d'un long cycle qui a démarré en novembre dernier sur les enjeux autour des forêts, qui est en partenariat donc avec la Mail Social Club dans le cadre de la programmation culturelle Le Chant des Forêts, donc tout cet espace euh, d'exposition que vous avez vu, d'animation que fait la Mail Social Club autour des forêts, de la préservation des forêts. Donc on est ravis de pouvoir animer ces conférences avec nos intervenants aujourd'hui qui vont tenter de répondre à une question qui peut sembler simple, mais on verra peut-être un petit peu plus complexe. Planter des arbres est-il efficace pour préserver les forêts? On aura donc j'aurai l'occasion de vous présenter un petit peu plus nos intervenants par la suite, mais l'idée, ça va être de pouvoir avoir des interventions, mais aussi ensuite de pouvoir échanger à la dernière demeure. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. On aura un petit temps de débat à partir de 20h jusqu'à 20h30. Et ensuite, nous devrons quitter les lieux. Donc peut-être pour resituer un peu ce cycle de conférences, on a eu quatre, c'est la quatrième, 4 débats. Le premier, on s'est posé la question de à quoi servent les forêts. On a essayé finalement de creuser la question de la définition de la forêt, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas si évident de définir une forêt, et que peut-être de par là, ça pouvait poser d'autres questions, notamment qu'est-ce que la déforestation, qu'est-ce que la malforestation, on verra ça peut-être aujourd'hui. On a eu aussi un débat sur faut-il mettre les forêts sous cloche pour les préserver. Donc ça, c'était aussi un sujet assez intéressant. Et un autre débat qui était comment agir contre la déforestation. L'enjeu, c'était d'évaluer quel est le meilleur levier. Est-ce que c'est l'action citoyenne? Est-ce que c'est de faire bouger les entreprises, les politiques? Et toutes ces conférences sont disponibles sur le site de la Mail Social Club et également sur le site YouTube de l'association All for Trees qui organise ces associations, ces conférences. Désolé, je suis un petit peu fatigué ce soir. Pour commencer, peut-être pourquoi on a décidé de parler de ce sujet de planter des arbres. En fait, on se rend compte que on en entend de plus en plus parler. C'est devenu presque un symbole aujourd'hui, un symbole à la fois dans l'imaginaire collectif comme une action au bénéfice de la préservation des forêts. C'est peut-être devenu finalement une action assez tangible. On a l'impression de faire un geste très positif pour la planète, pour préserver les forêts. Mais c'est peut-être aussi devenu un argument marketing. Alors, un argument marketing peut-être pour des entreprises, par exemple, on entend souvent les opérations un produit acheté, un arbre planté, mais peut-être aussi un argument politique. On a entendu beaucoup dans les municipales, on l'entend de plus en plus sur les grandes annonces de on va planter 1000 milliards d'arbres en forêt en France. Et donc ça pose la question de est-ce que c'est vraiment pertinent pour préserver les forêts et lutter contre le changement climatique, sachant que d'autre part, il y a plus de 10 millions d'hectares de forêts qui disparaissent dans le monde. Ce sont principalement des forêts tropicales qui disparaissent, on le verra peut-être un petit peu, mais par l'appétit, on va dire, des industries, de l'agro-industrie. Et peut-être qu'en France, on a d'autres problématiques aussi au niveau des forêts. Alors, qu'en est-il vraiment? Ça va être l'enjeu de ce débat. Est-ce que planter des arbres permet vraiment de préserver les forêts? Par ces annonces, est-ce qu'on est dans la solution? Donc, je vais commencer par introduire donc Charlotte Meruès. Charlotte, tu es ingénieure horticole, tu es également directrice générale de Cœur de Forêt depuis 14 ans. Donc, Cœur de Forêt, c'est une ONG de développement international. Vous travaillez sur de nombreux territoires, notamment dans les pays tropicaux, en Bolivie, en Indonésie, à Madagascar, mais également aussi, depuis quelques années, depuis 2017, je ne me trompe pas, en France, pour accompagner les petits propriétaires forestiers. Et vous avez une approche, on va dire, assez holistique, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est d'accompagner aussi les causes de cette déforestation ou de la dégradation des forêts et c'est de trouver des solutions. Sachant que vous êtes finalement au sein de l'ONG témoin sur différents territoires, mais notamment à l'international de la déforestation, on va peut-être repartir des causes en fait. Quelles sont les causes de la déforestation, de la dégradation des forêts? Et est-ce que, on va essayer déjà de répondre à cette question, planter des arbres est-il efficace pour préserver les forêts? Merci Jonathan, bonjour à toutes et à tous. Je pense que dans la question, le mot qui est important, c'est efficace. Parce que oui, on peut planter des arbres, mais est-ce que par rapport à la préservation des forêts, c'est ce qu'il y a de plus efficace? Et c'est vrai qu'il y a des situations où il faut planter des arbres et ça sera efficace parce qu'on va générer des forêts
et qui vont permettre à des populations locales d'avoir accès à des forêts et donc de ne pas avoir besoin d'aller déforester une autre forêt. Donc ça peut être effectivement utile. Mais ce qui est très important à comprendre sur la préservation des forêts, c'est qu'aujourd'hui, on a cette problématique de déforestation. Et la déforestation, elle est liée à notre agriculture. C'est vraiment l'enjeu principal, c'est de changer notre mode d'agriculture. Il y a 73% de la déforestation dans le monde qui est liée à notre agriculture. Donc finalement, ça se décompose en deux ensembles. On a entendu souvent parler de l'huile de palme. Aujourd'hui, il a quand même été bien restreint dans l'alimentation, la cosmétique. On a des problématiques de carburant, mais ça, c'est un autre sujet. Mais on a aussi une problématique sur le soja, par exemple, qu'on retrouve dans la volaille. Donc ça, c'est un point assez important qui nous concerne tous en tant que citoyens, parce que quand vous achetez des produits, vous allez finalement aussi avoir un impact sur cette déforestation, et en particulier au niveau de la volaille qui est liée au soja. Donc ça, c'est généralement des choses dont on n'a pas conscience. Mais nous, Cœur de Forêt, on travaille sur une autre partie de la déforestation qui est liée plutôt à la déforestation liée à une agriculture familiale de subsistance itinérante, qui sont en fait ces familles de producteurs qui ont uniquement besoin de cultiver leur terre ou d'aller étendre leurs parcelles et qui vont brûler ces nouvelles forêts pour pouvoir étendre leurs parcelles. Et en fait, nous, on est là pour les accompagner sur une vision d'une autre forme d'agriculture qu'on appelle l'agroécologie. Et ce travail-là, il ne se concentre pas sur la forêt, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'agriculture pour pouvoir préserver les forêts. Et donc, planter des arbres en agroforesterie, c'est une chose, mais ça ne va pas forcément apporter une solution globale si vous ne faites que de la plantation forestière. Donc, c'est vraiment là où le message est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et quand on dit planter un arbre, il faut vraiment comprendre que ça va dépendre du contexte local. Est-ce que le sol est en capacité de se régénérer ? Parce que dans ce cas-là, on n'a qu'à laisser la forêt se régénérer toute seule et l'accompagner, mais on n'a pas besoin de planter. Donc il y a toute une adaptation nécessaire quand on veut mettre en place des projets de plantation à l'international ou des projets de préservation de forêt à l'international pour pouvoir imaginer que c'est un projet qui est holistique, qui implique les populations et que justement, il ne faut pas forcément imaginer qu'une plantation monoculture va solutionner et préserver les forêts. Merci beaucoup pour ce témoignage et je vais passer la parole donc à Jean-Marc Sivière. Pour continuer sur ce sujet au niveau international, Jean-Marc, tu es fondateur et le responsable développement de l'ONG UMI, qui agit depuis plus de 15 ans sur de nombreux territoires. Votre métier, c'est d'accompagner des porteurs de projets sur le terrain, au Bénin, au Cambodge, en Colombie et également à Madagascar. L'enjeu étant de préserver les hotspots de biodiversité et aussi d'améliorer les conditions de vie des populations locales, notamment, comme le disait Charlotte, par la création d'activités génératrices de revenus qui vont éviter la destruction de l'environnement. Est-ce que tu portes le même constat ? Et est-ce que pour toi, finalement, résumer ces projets, les projets que tu développes avec les partenaires locaux sur le terrain, ils peuvent justement se résumer juste à la plantation d'arbres ? Oui, bonsoir à tous. Je partage à 100% le constat de Charlotte. Je pense que tous les acteurs qui sont dans notre secteur d'activité le constatent. Quand on va sur le terrain, c'est exactement cela que l'on vit. J'étais au Bénin en début juin pour regarder l'évolution d'un projet qu'on soutient, qui est la protection de la forêt à Rlandzou, dans le sud-est du Bénin. Et effectivement, c'est tout à fait ce que Charlotte a décrit. Alors, je voudrais peut-être rajouter quelques éléments macro par rapport à la présentation de Charlotte. Ce qu'on constate surtout que c'est ce que Charlotte a décrit, en fait, ça pourrait ne pas poser de problème s'il n'y avait pas une évolution drastique des populations. C'est-à-dire que si au niveau mondial, on était 1 million, les pratiques que l'on a aujourd'hui ne poseraient absolument pas de problème. Par contre, la démographie au Bénin, elle est la suivante. J'ai discuté avec Peter Neuerschwander, qui est un entomologiste et qui est devenu un peu botaniste. Et il me disait que début XXe siècle, il y avait 100 000 habitants au Bénin. Il y en a 13 millions maintenant, donc c'est fois 130. Alors, j'ai pas pu trouver une vérification de ce chiffre, ça me paraît quand même faible, mais même s'il y avait eu que 1 million de personnes au début du XXe, une population qui se multiplie par 13, il y a forcément des incidences, en particulier sur cette façon de vivre qu'on peut constater aujourd'hui. Les terres sont pauvres également, souvent dans les zones dans lesquelles on intervient, donc c'est relativement compliqué. Donc la démographie est un premier point. Ensuite, il faut bien sûr regarder les aspects économiques.
bon, je ne m'étends pas trop sur le capitalisme, l'hypercapitalisme, le capitalisme mondialisé, tout le monde connaît, donc je ne vais pas de ce côté-là, mais en fait, il y a toutes les économies productivistes posent problème et on n'arrive pas à en sortir aujourd'hui. C'est-à-dire que même l'économie communiste, on peut dire, est productiviste, et d'ailleurs était théorisée aussi par Marx. Et dans les deux cas, il y a de l'extraction de la matière, et il n'y a pas de substitution aujourd'hui à ces deux économies qui sont extrêmement fortes. Donc on est un peu pieds et mains liés par rapport à ça. Il y a deux exemples assez marquants sur les économies communistes dans le passé. En 1958, Mao, lorsqu'il a annoncé son programme du grand bond en avant, a travaillé sur un programme qui s'appelle les 4 nuisibles. Je ne sais pas si vous êtes informé de cela. Donc c'était travailler sur l'éradication des moustiques. Il y avait les rats, les oiseaux, et puis j'ai oublié le quatrième. Mais il se trouve qu'il s'est adressé à des populations locales qui n'étaient absolument pas éduquées. Et en fait, il y avait des panneaux pour les gens qui étaient analphabètes. Et il y avait des panneaux avec, par exemple, un oiseau qui était barré. Et les paysans ont mal interprété la consigne du parti. Et en fait, il y a eu une destruction mais faramineuse des oiseaux, à tel point qu'à la fin de l'année 60, ils ont fait un bilan. Et c'était absolument une catastrophe. Les écosystèmes étaient extrêmement perturbés, ce qui a probablement créé la famine qui a tué 30 millions de personnes quelques années plus tard. Il y avait tellement peu d'oiseaux à l'époque que la Chine a dû faire appel à l'Union soviétique pour importer 250 000 moineaux pour restaurer un petit peu... Parce que malheureusement, une fois que les moineaux ont été tués, il y avait les insectes qui ravageaient les cultures. Hein, tout est global. Donc, quand on fait une perturbation écologique, en fait, on a des conséquences qui sont catastrophiques. Le deuxième exemple, je vais essayer d'aller vite. Tu m'arrêtes hein, si je suis trop long, mais je suis parti là. Ça concerne la mer d'Aral, hein, que vous connaissez peut-être, qui est située à mi-chemin entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Merci, monsieur. C'est ça. Donc Staline, dans les années 50, a mis en place un programme de production de coton. Et il y avait besoin d'eau pour cela. Et donc, il y a deux grands fleuves majeurs qui ont été détournés, qui alimentaient cette mer. Et donc, la mer s'est retrouvée, au bout de 10 ans, il avait perdu 90% de sa surface. C'était désastreux. Et encore maintenant, il y a des conflits entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan pour l'accès à l'eau. Voilà. Donc, le type d'économie dans lequel on évolue est fondamental, mais c'est difficile de s'en extraire. Ça va encore ? Oui, peut-être aussi, tu nous avais proposé un témoignage d'un partenaire terrain, Mohamed Agrissa, qui aurait dû être avec nous ce soir, mais en fait la conférence était prévue en novembre à la base, et malheureusement il ne pouvait pas être là en juin, mais tu as pu prendre son témoignage aussi pour nous parler concrètement aussi ce qui se passe au Burkina Faso, peut-être nous le présenter rapidement et qu'on puisse vous lancer cette vidéo qui vous a légué ce soir parce qu'il ne pouvait pas être présent. Oui, alors, rapidement, on a enregistré une vidéo ici en novembre. On travaille avec un partenaire qui s'appelle A2M, qui est situé au nord du Burkina Faso, à la frontière avec le Mali. Depuis la guerre au Mali en 2012, on n'a pas pu aller sur place, donc on travaille avec eux. C'est une population qui est déplacée maintenant et qui est présente à Ouagadougou. Donc je les ai rencontrés fin mai. Et puis Mohamed vient régulièrement en France et donc il va nous parler de la vision locale d'un Africain, d'un Burkinabé. Il est Touareg, en fait, comme vous allez pouvoir le constater, et il va nous livrer sa vision, lui, de l'arbre, en fait. Donc, la guerre au Mali s'est déclenchée il y a environ une dizaine d'années. Est-ce que tu peux nous parler des incidences qu'il y a eu sur votre zone d'intervention ? Aujourd'hui, je dirais quelque chose qui peut-être n'est pas connu ici par beaucoup de gens, c'est que cette zone frontalière avec le Mali, c'est la zone qui est vue aujourd'hui pousser de la frontière vers l'intérieur du Mali. Et d'ailleurs, comme on n'a plus d'administration, l'État n'existe plus dans cette zone, c'est les différents groupes armés qui se bagarrent pour le contrôle de certaines zones de la région du Sahel et je dirais même d'une bonne partie du Burkina Faso aujourd'hui. Mais toujours partant de la ligne frontalière en allant vers le sud du Burkina. Donc, dans ce contexte difficile, est-ce que ça a du sens pour A2M de promouvoir un projet de plantation de 20 000 arbres dans cette zone ?
Moi, je continue de dire, je continue toujours, je le dis toujours à chaque fois que j'ai une discussion ou j'ai un échange avec un partenaire ou avec quelle qu'en soit la personne que c'est, que en fait, la plantation d'arbres n'est pas ce qui est impacté par rapport aux actions que nous menons. Parce que tout le monde a besoin d'arbres, tout le monde, que tu sois bon ou mauvais, tu es toujours dans la recherche de l'homme, tu es toujours dans la recherche en tout cas de quelque chose qui va dans le sens de la nature. Et moi je sais que de 2017 à 2022, c'est la période où on a quitté carrément la zone où on a planté avec 8 000, 10 000, 11 000 arbres. Aujourd'hui, quand on fait une capture géolocalisée de la zone où on a planté ces arbres, on voit la nette différence entre le moment du reboisement et aujourd'hui. Donc je me dis que si on a des personnes en capacité de planter, il n'y aura pas de difficulté à planter. Donc, il me semble que dans le projet que vous êtes en train de développer là-haut, il y a une idée assez forte d'intégrer les personnes qui sont déplacées dans la zone pour la plantation des arbres, hein, c'est ça? En fait, aujourd'hui, on est confronté à une situation qui a l'appellation au Burkina PDI, personnes déplacées internes. Ça veut dire qu'on a environ 2 millions de Burkinabés qui se sont vus chasser de leur village, de leur zone de vie, de leurs champs, de tout ce qu'ils ont, souvent dépossédés même des animaux qu'ils ont et tout, parce que quand on est dans une zone de guerre, tout le monde commerce en fait. Les bandits, les islamistes, les Hani, nous on les appelle hommes armés non identifiés parce que quand on ne sait pas qui terrorise quoi, donc dans le sens où quand un village est attaqué, on a deux groupes qui sont identifiés, c'est l'État islamique au Grand Sahara et Al-Qaïda, les génimes qui sont identifiés. Mais quand ils arrivent, ils viennent avec leur drapeau ou leur bandeau, donc ils sont repérés et connus. Mais au-delà de ces groupes, il y a des groupes qui sont affiliés à ces groupes aussi, qui souvent sont des bandits, qui souvent sont des personnes, on ne saura pas, parce que quand on arrête, il y a eu des moments où on a arrêté des fils du village, des gens qui ont pris des armes juste parce que c'est l'occasion de terroriser, c'est l'occasion de piller ou de voler. Le pays le plus impacté par les déplacements, par les personnes, par la population, c'est le Burkina Faso. Donc, nous, dans nos activités en fait de réinsertion, même l'appellation Marhan Makana, c'est les acteurs de la reconstruction en langue tamashek, langue touareg, qui veut dire qu'aujourd'hui, l'association travaille à réinsérer, à réintégrer ces populations dans leur lieu d'accueil et ils sont partis sans rien. Donc on est dans l'obligation en fait de les aider à se réorganiser et nous on a eu l'idée, la ADSM a eu l'idée d'intégrer en fait la plantation qui déjà étaient des activités que nous menions avec ces villages dans leur ville, dans leur village d'origine, ces villageois dans leur village de vie. Et aujourd'hui, on continue l'action parce que nous nous sommes dit que quel qu'en soit l'endroit où tu plantes un arbre, son impact pour la nature est toujours positif. Donc, ce que tu dis, c'est que dans un contexte où il y a une forte insécurité, planter des arbres, ça peut être une activité qui est acceptée par le plus grand nombre, en fait. C'est pas que ça peut être, c'est une activité. Ça, déjà, ça fait travailler les gens. Ça fait gagner un minimum. Planter un arbre ou 10 arbres ne va pas te faire gagner 1 000 euros, mais ça peut te faire gagner 10 euros, 20 euros, 30 euros. Au lieu de faire la manche, au lieu de faire le bandit, au lieu de continuer à aérer, au moins ça, tu plantes un arbre, ça te fait vivre une journée, 2 jours et t'occuper de cet arbre. Tu connais l'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, nous, notre travail, c'est de sensibiliser. Depuis 2010 qu'on a commencé les plantations des arbres, nous sensibilisons la population. Aujourd'hui, notre village fait partie des villages où tu as de l'ombre en plein Sahel. Je pense que UMI a effectué des déplacements dans cette zone et UMI a vu des arbres qu'on a plantés ensemble aujourd'hui qui font 10 à 15 mètres de haut et qui font de l'ombre. Et les animaux, les personnes se retrouvent sous ces arbres et c'est un challenge pour nous de pouvoir promouvoir cette plantation d'arbres à ombre, d'arbres à fruits et aussi des arbres à essence essentiels pour la nature comme les acacias que nous avons plantés aujourd'hui qui, dans cette zone, on a vu le retour des abeilles, le retour de certaines espèces animales. C'est comme j'ai dit,
plus il y a de la nature, plus il y a de la vie. Et ça, en 10 ans, on a pu quand même réaliser que c'est possible. Et je crois que ces populations, c'est un nombre très, très réduit de personnes armées qui les poussent vers le sud. Donc, la majorité de la population, elle est consciente en fait de l'action, de l'impact et de l'intérêt de planter un arbre. Témoignage poignant où on voit que là, il y a des enjeux sociaux forts, hein, d'essayer d'éloigner finalement les armes par ces projets. On a vu plusieurs contextes au niveau de la déforestation, donc on a compris qu'il y a quand même une cause sous-jacente au niveau de l'agriculture, nos modes de vie, la société qui exploite aussi la nature. Et Bruno Doucet, avec toi, on va partir en France sur ce sujet-là. Tu es chargé de campagne pour les forêts françaises chez Canopée Forêt Vivante. C'est une ONG qui a été fondée en 2018, dont l'objectif finalement c'est de faire émerger un besoin critique sur tous ces sujets, de construire un contre-pouvoir citoyen. Et votre métier finalement c'est d'être à la fois des lanceurs d'alerte. Vous menez des enquêtes approfondies sur votre site web. On peut voir de nombreuses enquêtes où vous allez au fond des choses pour essayer de comprendre les problèmes et d'alerter l'opinion publique, les élus, les décideurs, mais aussi les citoyens. Vous menez des campagnes de mobilisation pour porter ce message et vous essayez finalement de transformer, d'apporter de nouvelles politiques. Et vous ne travaillez pas qu'en France, hein, vous travaillez notamment sur les sujets de déforestation à l'international. Mais là, on va vraiment s'intéresser avec toi à la France. Déjà, première question, c'est y a-t-il de la déforestation en France? On a vu les contextes internationaux où c'est le cas. Et est-ce qu'il faudrait planter des arbres en France pour préserver les forêts? Bonsoir tout le monde. Alors la question, est-ce qu'on a de la déforestation en France? Non. Donc tout va bien. Donc on peut arrêter la conférence. Non, enfin, en fait c'est parce que souvent la filière forêt-bois dit ça. Quand nous on alerte sur les problèmes qu'il y a, parce que du coup je vais vous en parler, il y a plein de problèmes dans les forêts françaises aujourd'hui. Et la réponse c'est la surface de la forêt augmente en France. Donc en fait non, il n'y a pas de problème quoi. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'effectivement, la surface couverte par des arbres augmente tendanciellement en France. Et c'est là où ça revient un petit peu à la question de la définition de la forêt que tu abordais tout à l'heure. En fait, on considère que quelque chose est de la forêt à partir du moment où il y a des arbres. La définition officielle de la FAO au niveau international, c'est quand sur une surface de plus de 0,5 hectares, il y a plus de 10% de la surface qui est couverte par des arbres. Mais donc, si on applique ça dans un jardin avec quelques pommiers, ça fait une forêt, quoi. Et donc, en fait, c'est vraiment important d'expliquer ça parce que le problème qu'on a en ce moment en France, sur lequel on alerte nous, c'est qu'on a une diminution de la qualité des écosystèmes forestiers. Aujourd'hui, il n'y a plus que 18% des forêts remarquables, donc c'est les forêts qui ont été identifiées par l'Union européenne comme ayant un rôle particulier, qui sont dans un bon état de conservation. Et ce chiffre-là, il dégringole. Donc en fait, on a la qualité des forêts qui dégringole. Et si on regarde un peu plus précisément ce qui se passe, en fait, c'est une dynamique de remplacement de forêts naturelles, semi-naturelles, enfin qui ont poussé un petit peu toutes seules, notamment au moment de la déprise agricole, ce qui sont souvent des forêts feuillues avec plein d'arbres différents, etc., qui sont remplacées, donc qui sont rasées en fait, pour être remplacées par des monocultures ou des plantations peu diversifiées, souvent d'arbres résineux, qui sont des arbres qui poussent vite, qui sont plus adaptés à l'usage industriel derrière. Et ça, d'un point de vue écologique, c'est une grande perte. Pourtant, on a toujours une forêt avant, après, et donc si on continue à augmenter les surfaces comme ça de plantation, on peut dire que la surface de la forêt augmente en France. Voilà, donc la prochaine fois que vous entendez il n'y a pas de déforestation en France, oui, ok, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Finalement, on n'arrive même pas vraiment à quantifier cette malforestation, cette transformation de la forêt française, donc cette dégradation. Mais pourtant, on entend de plus en plus des chiffres annoncés notamment par le président Emmanuel Macron qui souhaite planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Donc c'est des chiffres tout de suite qui ont une portée en termes de message. Ça impressionne. Mais est-ce que finalement, c'est vraiment un objectif qu'il faut se fixer aujourd'hui sur les forêts françaises? C'est vrai que ça claque, hein, 1 milliard d'arbres et tout. Les gens, ils sont contents. Sur 10 ans. Bon, déjà, 1 milliard d'arbres sur 10 ans, ça correspond à peu près à ce qu'on plante en ce moment. C'est un tout petit peu plus. Mais surtout, est-ce que ça sert à quelque chose de planter 1 milliard d'arbres? Et ben, la réponse, c'est là où je suis pas complètement d'accord avec ce que disait Mohamed tout à l'heure. Alors, c'est un contexte différent. Lui, il disait planter un arbre, c'est toujours quelque chose de bénéfique, etc. N'importe où on le plante. Pas forcément vrai en France, puisque on
on est allé voir le plan précédent du gouvernement, c'était le plan de relance entre 2000, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment du Covid, il y a eu le plan de relance pour l'économie et il y avait un volet forêt. Le volet forêt, c'était 150 millions d'euros pour la forêt, pour planter 50 millions d'arbres et adapter la forêt au changement climatique. Et donc nous, on a mené l'enquête, on est allé voir où précisément l'argent est allé sur le terrain. C'était des données qui n'étaient pas publiques. Le ministre de l'Agriculture s'était engagé à ce que les données soient publiques. Il avait dit tous les projets seront publics. C'était pas vrai. Donc on est allé voir sur le terrain parce qu'il y a plein de gens partout qui nous connaissent, qui nous font remonter de l'information avec des gestionnaires forestiers, etc. Et surtout aussi, il y a des données qui ont fuité du ministère de l'écologie qu'on a récupérées. Et donc, résultat des courses, 87% des projets financés sont des projets qui font intervenir des coupes rases. Donc, on enlève tous les arbres de la forêt. Et donc, dans certains cas, ça peut se justifier. Par exemple, quand on a des forêts qui sont en train de mourir, par exemple, dans l'est de la France, il y a des forêts, enfin des plantations du coup d'épicéa. C'est un arbre qui a été beaucoup planté après la guerre. Qui sont complètement ravagés parce qu'il y a un petit insecte qui s'appelle le scolite qui se met dans ces arbres et qui a plus de facilité à aller dans ces arbres quand les arbres sont affaiblis par la sécheresse. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Comme c'est des monocultures qui ont été plantées, il a proliféré et tout ça, c'est mort. Donc ça a été rasé. Ça peut se comprendre, il y a des trucs plus intelligents à faire dedans, mais ça a été rasé en grande partie pour être remplacé, par contre, c'est là où ça devient problématique, par d'autres monocultures de Douglas cette fois, parce que c'est super le Douglas. Voilà. Bon, on verra ce que ça donne dans 40 ans. Mais en tout cas, ça, c'est une petite partie des projets. Il y a aussi deux autres piliers qui permettaient d'avoir accès à l'argent pour raser les forêts. C'était si votre forêt, vous pensez qu'elle est vulnérable, et alors là, ça ne veut pas dire grand-chose. Vulnérable, il n'y a pas de critères. Ça veut dire si vous pensez que peut-être elle va mourir. Et si vous trouvez que votre forêt, elle est pauvre économiquement. Et alors là, ça voulait vraiment rien dire, parce que le critère pauvre économiquement, c'était un tout petit peu compliqué, mais c'était si la valeur de votre forêt n'est pas 3 fois supérieure à la valeur d'une plantation à la place. Donc, planter sur un hectare, ça coûte à peu près 5 000 euros. Si votre forêt ne vaut pas 15 000 euros à l'hectare, vous avez le droit de la raser pour replanter la place. Et il y a très peu de forêts en France qui valent plus de 15 000 euros à l'hectare. Vraiment, 95% valent moins, quoi. Donc, il y a de l'argent qui a été distribué à gogo pour raser des forêts, replanter à la place. Et c'est la dynamique dont je vous parlais tout à l'heure. Des forêts diversifiées, souvent, qui ont été remplacées par des monocultures. Donc ça, c'était pour planter 50 millions. Maintenant, c'est 1 milliard. Donc, si c'est la même chose et que c'est rebelote, pas du tout une bonne nouvelle. Donc c'est là où nous, on travaille avec les parlementaires, avec le gouvernement, etc., pour mettre des critères beaucoup plus précis pour avoir droit à cet argent, et notamment ne pas faire ça, quoi. Voilà. Et surtout, finalement, c'est des subventions publiques, donc l'argent public de chaque citoyen français qui finance ça, quoi, en fait, finalement. Donc, on voit que ces chiffres qui claquent, c'est une grande focalisation sur la plantation d'arbres. Ça peut avoir des effets pervers. Il peut y avoir aussi des intérêts en fonction des contextes. Jean-Marc, on a compris finalement que derrière les témoignages, que voilà, c'est beaucoup plus complexe, ça va vraiment dépendre de la typologie de projet. On a vu que là, on était avec Mohamed plutôt dans le Sahel. Mais cette focalisation de l'arbre, j'imagine que vous la ressentez tous les jours en tant qu'association. Est-ce que ça a un impact pour UMI aujourd'hui, ces grands chiffres et ces grandes attentes ? Oui, c'est un impact lointain. En fait, le problème, c'est que ça crée une sorte de biais de compréhension des gens qui se concentrent. Et Monsieur Tout le Monde et Madame Tout le Monde peut se concentrer uniquement sur l'arbre. Or, c'est beaucoup plus complexe. Mais avant ça, je voudrais dire, on partage le constat de Bruno à l'étranger. Par exemple, au Cambodge, on travaille dans un endroit qui s'appelle le parc national du Phnom Kulen. 80% de la zone est défoncée avec des noix de cajou, enfin, avec l'anacardier qui produit les noix de cajou. Mais sur la carte, ça apparaît toujours comme un endroit très très vert, et ça on le voit, il y a 40% des zones, enfin 40% des terres au Cambodge qui sont des aires naturelles protégées. 40%. Et la réalité sur place, elle est catastrophique parce que nous on sait que ça correspond absolument pas à ça. Et on le voit dans d'autres zones aussi au Bénin. J'avais été rencontrer l'Office national des forêts. Il y avait derrière l'officiel qui nous a accueillis, il y avait une carte du Bénin avec tout un tas de forêts qui étaient indiquées. Et en fait, il y en avait une qui était proche de la forêt Orlanzou, dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, cette forêt, elle n'existe pas. Elle est uniquement plantée sur un type d'arbre. Et la forêt a complètement disparu. Donc, je pense que la situation globale, elle est beaucoup plus dégradée que ce que l'on en sait déjà aujourd'hui. Et on sait déjà qu'elle est dégradée. Alors, concernant les incidences par rapport à ce que l'on fait, nous, on comprend, enfin, notre approche, elle est holistique, comme celle de Cœur de Forêt. Donc, holistique, ça veut dire global. Donc, on n'a pas une approche qui va consister à planter des arbres uniquement. Alors, ça peut être le cas dans certains cas.
Charlotte l'a dit également, dans certains cas, il vaut mieux pas planter d'arbres et laisser la nature se régénérer. Ça dépend des situations. Donc, c'est pas une systématisation. En tout cas, nous, ce qu'on a décidé, c'est de travailler sur la globalité des projets. Donc, ça intègre la protection de l'environnement, certes, mais également le travail avec les populations locales pour qu'elles améliorent leurs conditions de vie tout en protégeant l'environnement. Et donc, nous travaillons sur des projets relatifs à l'éducation, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé et un développement économique. Ça reboucle un peu à ce que je disais tout à l'heure. Un développement économique qui soit pertinent et qui ne détruise pas l'environnement, en fait. Une sorte de partenariat gagnant-gagnant. C'est pas facile à mettre en place. En théorie, ça l'est, mais dans la pratique, c'est complexe. Et peut-être quand il faut lever des fonds pour financer ces projets, est-ce qu'il n'y a pas une tentation de s'intéresser trop à la plantation d'arbres? Est-ce que c'est... Bah oui, on est en compétition, on est une association dans un secteur associatif, mais en compétition avec des acteurs privés aussi. Et il y a quelques années, s'est imposée cette belle phrase de 1 euro, enfin verser 1 euro, on plante un arbre. Et nous, on s'aperçoit que ça coûte beaucoup plus que ça, si on veut avoir une approche holistique, c'est-à-dire. Et puis le coût d'un arbre, ça veut rien dire en absolu. Vous prenez une graine par vous-même, vous le plantez, ça coûte rien. Et dans certaines zones, c'est possible de faire comme ça. Par contre, pour d'autres cas, il faut avoir vraiment ces approches globales holistiques, intégrées, on les appelle par différents termes. Et si on ne les met pas en place, la plantation d'arbres ne sert strictement à rien, puisque si vous ne permettez pas aux gens d'améliorer leurs conditions de vie, en fait, ça va être les premiers destructeurs dans l'environnement. Donc vous pouvez planter 10 000 arbres dans une zone, c'est très bien, vous vous faites plaisir, 10 000 arbres, 10 000 euros, ça sonne pas mal. Et en fait, les 10 000 arbres, au bout de 5 ans, il y en aura zéro. Parce que quelqu'un qui n'aura pas été content, il n'aura rien touché par rapport à cela localement, il n'aura vu aucune amélioration de ses conditions de vie, va mettre le feu, va couper le bois, etc., etc. Donc c'est vraiment des sujets en fait qui sont extrêmement complexes. Moi, un terme que je peux retenir, parce que c'est celui que j'ai vraiment sur notre façon de voir les choses, ce sont des sujets extrêmement complexes qui font appel à beaucoup de domaines d'activité. Et pour mener à bien un projet de protection de l'environnement, de conservation, il faut travailler sur tous ces domaines-là, et on est souvent des structures qui sont petites, avec pas des compétences dans tous les domaines, ce qui complexifie la tâche, en particulier quand on est confronté avec des gens qui annoncent comme ça des prix à 1 euro un arbre, et nous on arrive derrière où on est à 3 euros ou 5 euros. Je crois que c'est ça votre prix, 5 euros, mais on s'aperçoit qu'en fait il faudrait plutôt 10 euros pour développer certains projets. Alors, les mécènes ne sont pas forcément sensibilisés à ça, donc on se retrouve en compétition. Donc il y a des gens qui nous appellent. Alors, on reçoit des appels ou des emails d'entreprises qui nous disent bon voilà, on veut planter des arbres. Alors c'est la mode. Je veux planter des arbres, c'est bien dans mon rapport RSE. Qu'est-ce que vous me proposez? Alors nous, on va chiffrer à 3 ou 5 euros, voire 10. En face, ils vont avoir un autre prestataire, enfin un prestataire privé, une entreprise, qui va proposer un arbre à 1 euro. Donc avec nous, il va peut-être planter 1000 arbres et puis faire tout un tas d'activités autres. Mais si le focus principal de l'entreprise, c'est de planter des arbres, à ce moment-là, ils vont en planter 10 000 avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un vrai problème que l'on a aujourd'hui pour lever des fonds pour financer nos projets. Donc complexité qu'on peut difficilement résumer à la simple action de planter des arbres. Et je crois qu'on a un deuxième témoignage de Mohamed qui va nous parler d'une autre grande ambition internationale, cette fameuse grande muraille verte en Afrique subsaharienne pour ralentir la progression du désert, donc des annonces aussi en milliards d'arbres. Est-ce qu'on on va le laisser, on va parler. Est-ce que tu as entendu parler du projet de la Grande Muraille Verte, qui est un projet de reverdissement du Sahel et de lutte contre la désertification sur une dizaine de pays? Est-ce que ça passe dans votre zone, cette Grande Muraille Verte? Qu'est-ce que tu en penses? La première fois, en fait, que j'ai réellement entendu parler de la Muraille Verte, c'est en France. C'est sur Internet. Et c'est avec vous, UMI, en échange. Parce que nous, on a eu à faire une plantation de partenaires qui interviennent, d'UMI qui interviennent sur la Muraille Verte, qui nous ont permis de faire d'ailleurs la plantation que nous avons fait en tant que partenaire de UMI au Burkina Faso. Mais j'ai vu le passage, en fait, sur la carte du Burkina. La Muraille Verte, je crois qu'elle doit passer sur 15 ou 20 km dans le Burkina et ça passe net sur la zone où nous sommes. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je dirais que on ne nous a jamais parlé de Muraille Verte, on n'a jamais eu d'écho qui parle de Muraille Verte parce que je dis c'est passé dans un gros moulin qui est l'État. Je crois que
l'État, dans son démembrement, a dû mettre cette action de la muraille verte dans son fonctionnement administratif. Mais qui dit fonctionnement administratif dit lourdeur administrative, du protocole administratif. La seule fois où j'ai vu une pancarte, j'ai vu une affiche qui parle de la muraille verte, c'était en mai 2022, où j'ai raté mon vol pour vous retrouver au Bénin, ou dans le même hôtel où j'étais, on nous avait mis pour attendre l'avion, on a vu qu'il s'est tenu une conférence sur la muraille verte au Sahel. Et curieusement, je suis allé dans la salle, j'ai essayé de rencontrer, mais il n'y avait aucun Sahélien, il n'y avait personne que je connaisse, il n'y avait aucune organisation sahélienne que je connaisse qui a participé à la rencontre. Je crois que c'est des fonctionnaires de l'État burkinabé qui se sont retrouvés là avec d'autres partenaires de l'international pour parler notamment de cette muraille où j'ai vu que l'association qui coiffait la muraille était des Ignares. Donc Ignares, c'est le centre, centre en fait, c'est la périphérie de Ouagadougou. Ignares se retrouve à 40 km de Ouagadougou et c'est le village, en fait, c'est la commune de l'ancien président Blaise Compaoré. Et l'époque où la muraille verte passait dans notre zone, c'était le régime de Blaise Compaoré qui était au pouvoir. Donc j'estime que le projet avait été donné à une association de cette localité et ils font les réunions à Ouagadougou. Peut-être qu'ils ont planté des arbres à Zignaré, mais ils ne sont jamais arrivés, en tout cas sur la ligne des 15 km qui sont alloués au passage de la muraille verte au Sahel. Je ne dirais pas plus parce que je ne connais pas tous les rouages administratifs, mais je n'ai pas eu de communication officielle sur ce projet de la muraille verte. Mais nous, on a planté des arbres avec UNI, 11 000 arbres d'ailleurs, dont nous sommes fiers, qui vont dans la logique de cette muraille verte. Donc je me dis qu'on a sauvé une partie de votre muraille verte ou du financement de la muraille verte en faisant cette plantation. Voilà, et aujourd'hui, c'est grâce à cette plantation que je suis ici en fait, parce qu'elle a marché à plus de 60%. Voilà, témoignage terrain que je pense qu'il aurait eu vraiment plaisir à vous livrer en direct et j'espère qu'on aura l'occasion de le recroiser à une autre conférence. On va parler d'un autre sujet. Donc là, on va parler de la plantation d'arbres, mais souvent la forêt, on lui voit un autre intérêt, notamment dans la question de lutte contre le changement climatique. Peut-être un terme que vous avez déjà entendu parler, la compensation carbone, planter des arbres pour compenser vos émissions, pour être neutre, voler neutre en carbone en plantant des arbres. Il y a eu beaucoup d'annonces sur ce sujet-là. Charlotte, on a eu plaisir à travailler dessus depuis au moins 2019-2020 sur cette question. Est-ce que finalement on peut vraiment compenser nos émissions en plantant des arbres? On avait fait une grande conférence à ce sujet, des grandes tables rondes, on a réuni des groupes de travail pour réfléchir à cette question et essayer de porter des solutions. Est-ce que finalement planter des arbres à tout prix pourrait nous permettre d'atteindre cette neutralité carbone à l'échelle individuelle ou collective? Et qu'est-ce que vous tentez aujourd'hui de répondre à ceux qui vous qui vous demandent justement de compenser leurs émissions en soutenant vos projets? Merci. Le carbone, c'est un vrai sujet. Je pense qu'après l'arbre, on a eu la mode du carbone. On commence un peu à en sortir, c'est bien, mais c'est toujours des mécanismes qui sont créés par les entreprises pour pouvoir effectivement masquer un peu les émissions. Et donc, on vient vous voir, vous n'avez pas quelques arbres en échange, et puis hop, on met une étiquette carbone. Et le monde est très beau. Donc c'est vrai que en tant que petit asso aussi, c'est pas toujours évident de dire non, d'essayer de comprendre tous les enjeux qui se cachent derrière une grande boîte qui pourrait avoir envie de quand même vous financer. Ça partirait d'un bon sentiment. Mais derrière, en fait, on a quand même fait l'exercice chez Cœur de Forêt parce qu'on s'est dit: «Bah, il y a de l'argent, peut-être que c'est quand même intéressant». Ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment on peut le mettre en place pour pouvoir aider ces populations locales, recréer des forêts. Donc, on avait un peu en tête d'avoir une étude de faisabilité et on a lancé ça en 2017 sur Madagascar, qui est, comme vous le savez, un des pays qui subit énormément de déforestation et donc il y a des gros enjeux de reforestation et on est présent dans le nord-est, sur la presqu'île de Massoul, qui est vraiment un joyau de biodiversité extraordinaire et donc on avait un projet de planter, voilà, on l'a lancé, mais de planter plusieurs millions d'arbres et on s'est dit: «Bah, tiens, c'est l'occasion, peut-être que les crédits carbone vont nous sauver et on va pouvoir, lancer des actions». Donc on a fait venir une expert, carbone pour pouvoir,
faire une étude de faisabilité et voir si on pouvait appliquer les méthodologies qui sont mises en place d'un point de vue international. Et moi, je suis vraiment tombée vraiment des nues parce que je me suis dit: «Mais c'est quoi ce système-là?» On nous a déroulé des grandes tables qui vous expliquent qu'un arbre dans un milieu tropical va capter X tonnes de CO2 et vous vous dites: «Mais attendez, mon arbre, il est endémique de cette presqu'île, vous le connaissez pas, comment vous pouvez savoir qu'il va capter telle quantité? Et finalement, est-ce qu'il faut planter plutôt pas dans cette zone-là parce que ça va pas pousser, on va plutôt aller planter dans une autre zone où là, on va capter du CO2?» Donc on a vraiment compris qu'il y avait un décalage total entre ce que les entreprises avaient créé comme mécanisme de carbone pour dire: «Bah, voilà, je vais, pouvoir, verdir un peu ce système-là» et avoir une moi j'ai toujours le sentiment que ça part quand même d'un bon sentiment de la part de pas mal d'entreprises, mais que c'est pas le bon mécanisme. Donc ils ont quand même créé ce mécanisme en se disant: «Il va y avoir un impact positif», mais quand on veut l'utiliser en tant que porteur de projet, on hallucine parce que on valorise un projet à partir d'une entrée, d'un indicateur carbone qui ne parle peut-être pas à grand monde, alors qu'un arbre, il a bien plus de vertus pour la biodiversité, pour les populations et donc quand nous, on conçoit un projet, on va pas aller se demander si cet arbre, il va capter du CO2. C'est pas du tout l'entrée principale de nos actions. Donc on a vraiment, un peu eu ce 1er sentiment. Et ensuite, on a compris qu'il y avait un décalage temporel énorme entre, une entreprise qui va émettre des émissions de CO2 pendant, une année et le temps que les arbres vont mettre, pour pouvoir capter ces CO2 sur 10 ans, 20 ans. Donc en plus, c'était vraiment un peu, hypocrite d'imaginer avoir une équivalence 1 - 1 = 0. On a la thématique de la neutralité en plus derrière qui heureusement donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait la table ronde, en juin 2022 à l'Académie du climat sur l'événement Faut réagir qui avait été organisé par le Fortrees. Et donc il y avait eu toutes ces questions-là qui avaient été mobilisées. Il y avait l'ADEME qui était présente, il y avait Carbone 4 qui est un cabinet qui travaille aussi beaucoup sur ces questions-là. Donc on a, voilà, je vous invite à regarder les tables rondes et les conférences pour aller un peu plus loin. Mais on a eu aussi des avancées, en tout cas de la part de l'ADEME et du gouvernement, pour éviter aujourd'hui qu'on utilise le terme de neutralité par rapport à des actions de compensation. Donc ça, je pense que c'est un des axes qui est intéressant. Et donc nous, on le sent, on a moins d'entreprises qui finalement veulent utiliser cette terminologie-là parce que maintenant elle est encadrée. On a quand même quelques inquiétudes qui commencent à monter sur les crédits biodiversité, parce que ça va être la nouvelle mode, donc préparez-vous. C'est voilà, c'est le nouveau. Donc il n'y a pas encore beaucoup d'informations sur qu'est-ce que ça va être, mais l'objectif c'est de pouvoir aussi, et ça part d'un bon sentiment, de se dire on va transmettre des fonds à des pays qui possèdent des forêts existantes et donc elles vont pouvoir les conserver. Mais on comprend aussi tous les rouages administratifs qu'on peut voir aussi dans ces pays-là, donc on se pose encore des questions si les fonds vont arriver vraiment au niveau des populations locales et si on va vraiment avoir un impact. Donc moi je me méfie toujours de ce critère unique, la solution unique où on va vraiment pouvoir sauver les forêts et la planète. Et ce qu'on préconise avec All for Trees, et c'est un peu ce qui nous regroupe aussi avec Jean-Marc, c'est d'avoir une approche projet. C'est-à-dire qu'en fait on a un contexte, donc on a un diagnostic, on a ensuite des solutions, et donc c'est vraiment par rapport à ce contexte qu'on va avoir différentes activités qui vont se dérouler, et donc une vision beaucoup plus large à l'approche d'un projet et pas un indicateur unique, simple, qui va permettre d'avoir une conversion facile en euros. Donc on essaye d'être un peu plus pédagogue avec les entreprises pour qu'elles aussi elles prennent le pli. Ça bouge, hein, ça bouge quand même un peu. On parlera aussi des crédits carbone en France avec Bruno, mais à l'international, ça commence un peu à bouger parce qu'il y a aussi des journaux qui ont commencé à en parler. Il y a le journaliste de Guardian qui, en début d'année, a fait un papier qui a fait très mal, où en fait il a montré qu'il y avait une étude qui mettait en avant que plus de 90% des projets qui sont labellisés carbone sur des projets de préservation des forêts n'avaient pas capté les quantités de CO2 qui étaient prévues. Donc en plus, on a aussi des preuves maintenant aujourd'hui que ce qu'on dit depuis des années sont aussi avérés. Donc il faut qu'on arrive à sortir de ces labels. Alors peut-être qu'ils évolueront, peut-être qu'ils tomberont dans l'oubli, ça c'est encore à réfléchir. Mais il faut aller vers une approche complexe. Et c'est vrai que cette complexité, elle n'est pas facile parce qu'elle demande une pédagogie et puis elle demande une compréhension et une confiance à des acteurs qui sont sur le terrain. Donc le carbone est un vaste sujet, mais soyez vigilants sur les crédits biodiversité qui arrivent. Donc si je comprends bien, dès qu'on tente de résumer les projets, les initiatives sur un indicateur, l'arbre, le carbone, on tombe finalement dans des fausses bonnes solutions. Et pour résumer, donc c'est
problème de mécanisme qui ne permet pas finalement de garantir que les projets ont un réel impact, parce que c'est pas le carbone la variable, et problème de temporalité des émissions, et donc peut-être le greenwashing qui peut être derrière associé finalement par des entreprises qui voudraient se déclarer neutres, ou un citoyen qui pense qu'on pourrait annuler les émissions d'un vol en avion. Bruno, tu as aussi étudié ces mécanismes, mais plutôt en France, parce qu'on a aussi notre propre mécanisme de crédit carbone, le label bas carbone. Quel est ton éclairage sur la situation avec ce mécanisme? Est-ce que c'est une solution pour préserver les forêts en France? Déjà, j'étais en train de t'écouter, Charlotte, et je vois, et aussi Jean-Marc, je vois bien, on en revient toujours au même truc, c'est on est vraiment une société où on a besoin de communiquer sur du chiffre. Du coup, on donne du chiffre, et comme tu disais, il faut trouver le bon prestataire qui va te faire ce chiffre pour pas cher. Alors que vraiment, la forêt, ça ne fonctionne pas comme ça du tout, quoi. Et c'est exactement le même problème que le label bas carbone. Mais du coup, sur la question de la compensation carbone, pourquoi ça marche pas? Peut-être quelques idées pour se remettre bien clair les trucs en tête. La première chose, peut-être, tout à l'heure, à l'instant, tu disais 90% des projets n'ont pas capté le carbone qu'on s'attendait, qui était censé capter. Ok, c'est une chose. Et aussi, en plus, il faut se demander par rapport à quoi? C'est-à-dire, si on plante des arbres dans un champ et on va dire, ah, ils sont censés capter tant en disant, ah, ils n'ont pas réussi, c'est un échec. Mais c'est encore plus un échec si on imagine que si on n'avait rien planté, certainement la forêt serait revenue toute seule, parce que la forêt, les arbres, ça pousse tout seul. À la base, il n'y a pas besoin de les planter. La forêt était là avant l'humain, elle allait très bien avant qu'on arrive. Et donc, c'est la question, c'est la question de l'additionnalité, ça s'appelle. Par rapport à une addition de carbone stocké, par rapport à quoi? Parce que si c'est par rapport à rien, évidemment, ça sera toujours plus. Mais en vérité, il ne se passe pas rien. Si on touche pas au champ, il y a des arbres qui vont pousser, des choses qui vont se produire. La deuxième question, c'est celle de qu'on appelle de la dette carbone. Qui sont la dette carbone, c'est je prends l'avion aujourd'hui, j'émets du CO2 aujourd'hui, tout de suite, mais je plante un arbre aujourd'hui, et ben je capte pas du CO2 aujourd'hui. Un arbre, ça prend des dizaines d'années à pousser. Et encore, on ne sait même pas s'il va pousser, on ne sait même pas s'il va survivre, parce qu'aujourd'hui, les arbres poussent de moins en moins vite, ils ont moins en moins d'eau à cause du changement climatique. Et donc, en fait, on émet du carbone tout de suite maintenant, ça c'est sûr, et on le récupère peut-être dans des dizaines d'années. Et alors qu'entre-temps, c'est ça pour ça, dette carbone, entre-temps, on a juste émis plus que ce qu'on a peut-être récupéré dans le futur, alors que, selon le GIEC, il faut qu'on agisse maintenant et pas peut-être dans 10 ans, quoi, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voire beaucoup plus, parce qu'un arbre, ça prend encore plus que ça à pousser. Et ensuite, il y a encore une notion qui est peut-être importante, c'est celle des émissions irréductibles. Il y a plein d'entreprises qui disent je réduis mes émissions, et les émissions irréductibles, quand je peux rien faire, et ben celles-là, je vais les compenser. Par exemple, c'est ce que fait Orange. Orange qui vient de développer la 5G. Et donc, vu qu'ils développent la 5G, ils n'ont pas d'émissions irréductibles à cause de ça, et donc il faut qu'ils les compensent. Et en fait, ils n'ont jamais été forcés à développer cette technologie qui émet énormément de carbone, donc c'est pas irréductible, c'est un choix d'aller émettre davantage de carbone, de polluer plus, et à côté une fausse solution d'essayer de compenser ça alors que ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Après, sur le label bas carbone précisément, donc ça c'est une politique publique qui permet de financer des plantations d'arbres en France dans des zones forestières. Donc on en revient exactement à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est des forêts, des zones qui sont des forêts, qu'on va couper pour planter des arbres, pour dire on a planté des arbres, et donc ces arbres vont capter du CO2. Et donc ça ne fonctionne pas. Très concrètement, il y a une entreprise dont il faut que je vous parle. Au travail, on appelle ça le Alliance Challenge, parce que cette entreprise s'appelle Alliance Forêt-Bois, et notre objectif, c'est à chaque fois qu'on explique aux gens le problème de la forêt, il faut qu'on arrive à parler d'Alliance Forêt-Bois. Il faut toujours tout ramener, parce que c'est eux, en fait, le cœur du problème. Donc Alliance Forêt-Bois, c'est une grande coopérative forestière, donc qui fait des travaux forestiers, dont l'ancêtre de cette entreprise a été créé par l'ancêtre de Smurfit Kappa, qui est une grosse boîte de production d'emballage papier, et qui a donc besoin de beaucoup de bois, et en particulier de pin, pour produire du papier. Donc déjà, on voit, ça impose un peu le décor. Aujourd'hui, Alliance n'a rien à voir, évidemment, c'est la gestion durable, blablabla. Mais donc en fait, la réalité, c'est ça, c'est que eux, ils ont besoin d'approvisionner les industries du bois en produisant le plus de résineux possible. Et donc 94% des arbres qu'Alliance plante sont des arbres résineux, alors qu'en France, on a plutôt naturellement 2 tiers d'arbres feuillus et 1 tiers d'arbres résineux. Donc
on remplace, c'est toujours le même truc, c'est on remplace les forêts feuillues par des forêts résineuses. Et c'est ce qui se passe aussi dans le cadre du label bas carbone. On est allé voir les projets sur place. C'est moins criant qu'avec le plan de relance, mais il y a aussi cette dynamique-là. Il y a aussi un remplacement de forêts feuillues ou par exemple, de zones incendiées qu'on pourrait laisser repartir seule, parce que lorsqu'une forêt brûle, elle est capable, elle est en fait très résiliente. Il y a plein d'arbres qui résistent au feu, il y a des arbres qui font des graines qui peuvent repartir après le feu, il y a plein de choses possibles, mais là non, la logique c'est on veut mettre du pain maritime en monoculture, donc hop ça dégage, on met du pain maritime en monoculture, on dit ces pains maritimes ont capté tant de CO2, donc c'est bénéfique, alors que ce bois va peut-être faire du papier qui a une durée de vie très courte, ça veut dire que très vite le CO2 qui est dans le papier, il repart dans l'atmosphère, et qu'on aurait pu très bien laisser, ne rien faire du tout, et on aurait peut-être là aussi eu du carbone qui se stocke. Donc voilà un petit peu sur le label bas carbone. Donc en fait, finalement, on a pas mal d'outils qui aujourd'hui ne répondent pas forcément, et à la question de préserver les forêts, et j'entendais tout à l'heure, il faut avoir confiance dans les acteurs, les associations, les porteurs de projets qui font sur ces projets. Je crois que vous avez mené une enquête récente, parce que souvent, sous couvert marketing d'une structure qui dit planter des arbres avec nous, on fait de la gestion durable des forêts, peut-être que la réalité est pas si belle. Ouais, je pense que tu parles du fonds de dotation Plantons pour l'avenir. Déjà, c'est pas mal, hein, comme nom, Plantons pour l'avenir, c'est cool. Voilà, c'est un fonds de dotation, c'est trop bien. Quand vous avez des entreprises, vous pouvez faire des dons à Plantons pour l'avenir. Les dons sont défiscalisés, évidemment, à 60%, donc c'est nous qui payons les 2 tiers du truc. Et on a regardé un petit peu, Plantons pour l'avenir, qui est-ce qui a créé ça? Ah, c'est Alliance Forêt-Bois, l'entreprise dont je parlais tout à l'heure. Le président d'Alliance Forêt-Bois, c'est Édouard Bantéjac. C'est aussi le président de Plantons pour l'avenir, c'est la même personne, donc ils n'ont même pas trop pris la peine de camoufler ça. Donc vous êtes une entreprise, vous faites un don à Plantons pour l'avenir. Plantons pour l'avenir va planter les arbres. Où ça? Chez des adhérents Alliance. Donc en fait, les coupes rases et les plantations dont je vous parlais tout à l'heure qu'Alliance fait peuvent être financées par l'argent de ce fonds de dotation qu'ils ont eux-mêmes créé. Et comme en plus ils sont très malins, ils ont ils font eux-mêmes des dons à ce fonds par l'intermédiaire de leur pépinière qui s'appelle Forélite. C'est une filiale d'Alliance. Voilà. Donc ils donnent de l'argent, ils mettent de l'argent dans la machine, l'argent est défiscalisé et puis l'argent sert après à faire des travaux chez eux. Évidemment, quand les travaux se font chez des adhérents Alliance, c'est Alliance qui empoche l'argent puisque l'adhérent va payer pour faire les travaux, pour faire la plantation, etc. Mais il va payer qui? Il va payer Alliance. Et donc l'argent finit par leur revenir. Et donc bon, ça c'est un truc qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps et je pense que juridiquement c'est cataclysmique et qui vont devoir ça va mal finir à mon avis donc enfin pour eux bien pour les forêts voilà donc là je pense que nous on a transmis à la DGFIP donc la Direction Générale des Impôts et je pense j'espère qu'ils vont mener l'enquête comme il se doit. En tout cas nous on a fait le travail, on a tout expliqué, on dénonce ça par vidéo, par schéma, par rapport, pas de ce que vous voulez. Voilà. Bon, c'était pas très gai tout ça, mais on va essayer de conclure sur une note positive, parce qu'on peut quand même agir pour préserver les forêts. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, je vais demander à nos intervenants donc de conclure et de nous donner une note positive, parce qu'on peut quand même faire des choses intelligentes, mais ils vont au moins éclairer sur les problèmes. Et puis, vous aurez juste après l'occasion de poser vos questions. Pour conclure, je vais vous laisser prendre la parole, chacun votre tour. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir plutôt un message positif pour le coup, parce qu'on peut faire quand même des belles choses pour préserver les forêts. Peut-être pas justement s'intéresser juste à cet indicateur. Je vous laisse, qui veut prendre la parole, promouvoir ce qu'on peut faire. Moi, j'ai pas de message positif, j'en cherche un, mais faut me laisser quelques instants là. Ouais. Bruno, vas-y. Si, moi j'ai un message pour les oiseaux, tu vois, c'est positif. C'est vrai qu'on a abordé beaucoup de choses qui sont quand même dramatiques et qui sont des mécanismes entre les entreprises d'argent, de flux financiers, de flux de carbone. Enfin, c'est aussi un peu aujourd'hui le nerf de la guerre de pouvoir financer des actions. Je pense que la forêt c'est aussi autre chose et les actions qu'on mène, elles ne parlent plus d'argent qu'une fois qu'on est sur le terrain. Et en France, en l'occurrence, Cœur de Forêt a des actions sur, en quelque sorte, la reconnexion des propriétaires à leur forêt. Et on s'aperçoit qu'il y a un lien qui a vraiment été perdu
dans le temps parce qu'on a eu un exode rural qui a fait qu'effectivement on s'est aussi beaucoup déconnecté des forêts. Et donc il y a un gros enjeu aujourd'hui pour pouvoir se réapproprier qu'est-ce qu'une forêt, comprendre le cycle des écosystèmes. Et donc ça c'est plutôt joyeux, c'est plutôt positif. Et donc je vous invite à vous rapprocher voilà, autour de vous d'associations ou de gens qui connaissent aussi la forêt, d'observer, d'écouter parce que c'est en plus très bon pour la santé. Donc vous allez aussi gagner sur ce plan-là. Donc si vous voulez avoir une petite sortie positive, allez en forêt et rapprochez-vous aussi de ce monde forestier. Si vous avez des forêts, occupez-vous de vos forêts. Et il y a plein de dynamiques positives en France qui sont en train de se mettre en place. Donc ça sera mon mot positif. Je vais vous en donner un autre aussi sur les forêts françaises. La dynamique que je décrivais tout à l'heure, là, en fait, elle est en cours, elle est en train de grimper, mais elle reste petite pour le moment. C'est-à-dire, pour l'instant, il y a toujours la grande majorité des forestiers en France qui font du très bon travail, qui font pas n'importe quoi. Il y a notamment plein de gestionnaires forestiers indépendants qui sont regroupés dans une association qui s'appelle l'ANATEF, qui travaille super bien. Il y a d'autres associations qui cherchent à récolter des dons d'entreprises pour plutôt préserver les forêts, par exemple Silvac, que tu connais peut-être. Il y a les syndicats de l'Office national des forêts qui sont super actifs, qui sont en train de s'engager pour que l'Office national des forêts, qui gère les forêts publiques en France, il y a 25% des forêts qui sont publiques et 75% qui sont privées, qui sont en train de s'engager pour que les forêts publiques soient mieux gérées. Alors, globalement, il se passe plein de trucs super, il y a plein de réseaux, il y a plein de gens. Quand même les gens, les citoyens sont hyper intéressés par la question, hyper actifs. Même là, je le vois à vos réactions, je le vois tous les jours parce qu'il y a des gens qui me signalent des choses qui vont pas partout en France. Nous, on est une toute petite association en termes de moyens. On est 4,5 employés, on va dire, en employés temps plein. Mais par contre, il y a 288 personnes qui nous suivent. Quand on dit des choses, on voit que ça a de l'impact. Donc, globalement, la grande majorité des gens n'a pas perdu la tête. Mais il y a des entreprises, quelques-unes, Alliance Forêt-Bois dont je vous parlais, la première d'entre elles, qui essayent d'imposer leur modèle et en fait qui sont dangereuses parce qu'elles sont très fortes en lobby notamment, très proches du ministère de l'Agriculture et c'est là où il faut vraiment qu'on les stoppe et qu'on contrebalance ça. Donc c'est ça en ce moment la stratégie, de les faire perdre de l'influence. Donc nous on essaye aussi de faire du plaidoyer, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes effectifs, on n'a pas les mêmes budgets, mais on est nombreux. On est nombreux, pas en effectif de salariés, mais en nombre de personnes qui nous soutiennent. Et c'est ça, finalement, qui peut faire la différence aussi au niveau des parlementaires et des ministères, etc., pour qui l'opinion publique compte beaucoup. Donc voilà, on sait bien gérer les forêts en France. On l'a fait longtemps. On sait le faire aujourd'hui. Et voilà, simplement, il ne faut pas que ça dérape. Et là, c'est inquiétant. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cataclysme, quoi. Ça y est. J'ai réfléchi à quelque chose de positif. En fait, je peux vous donner que des éléments sur l'étranger, puisque je ne travaille pas en France. Si je prends un pays comme Madagascar, qu'on a en commun avec Charlotte, les humains sont arrivés il y a environ 2000 ans, c'est pas très clair, entre 1000 et 2000 ans, suivant les auteurs. Et avant l'arrivée des Européens, les Malgaches avaient éradiqué 3 espèces emblématiques, le grand lémurien, l'oiseau éléphant, le plus grand oiseau qui ait jamais existé sur Terre, et un hippopotame nain. Voilà, donc il y a eu une dynamique tout à fait à Madagascar catastrophique. Il y a 90% des forêts qui ont été détruites. Sur les 10% qui restent, bon, c'est des confettis, puis à l'intérieur, c'est quand même pas. Mais l'élément positif que je vois, oui, ça c'était le négatif. Non, l'élément positif que je vois et qu'on voit ici et ailleurs, c'est qu'il y a des générations nouvelles qui arrivent. Il y a des gens qui portent, peut-être comme vous d'ailleurs, parce que vous êtes là ce soir, vous pourriez être ailleurs, des gens qui portent l'environnement vraiment dans leur cœur, dans leur cerveau, dans leurs actions, des gens qui sont extrêmement impliqués et qui localement, même parfois, vont jusqu'à risquer leur vie pour protéger l'environnement et inverser les choses. Les prises de conscience sont souvent faites par des gens qui sont un petit peu avant-gardistes et on le voit vraiment en Afrique. Nous, il y a toute une génération comme Mohamed de gens qui sont prêts vraiment à agir et qui agissent. Et ça donne beaucoup d'espoir parce qu'en fait, la déforestation au niveau mondial, elle est extrêmement importante au niveau des zones tropicales. Et ce sont les zones les plus riches en biodiversité au niveau terrestre. Donc on a vraiment une capacité, je dirais que c'est pas encore foutu complètement, hein, mais il y a quand même un passage possible. On arrive à se sortir de là où on est, mais c'est extrêmement compliqué. Je pense qu'en fait,
il y a des psys qui expliquent ça, quelqu'un comme Searles, par exemple, Harold Searles, qui a théorisé un peu cela. En fait, la situation que l'on vit aujourd'hui d'un point de vue environnemental est tellement catastrophique pour le coup, c'est qu'on en aurait pratiquement tous conscience, mais que au niveau de la psyché, ce serait tellement difficile à accepter cela que ça génère une sorte d'inertie et d'apathie, voire une négation de la réalité. Mais il se trouve qu'il y a des gens quand même qui sortent de cette apathie et qui ont envie d'agir et qui savent. Bon, il y a beaucoup d'informations comme quoi c'est maintenant ou jamais. Hein. Et donc on voit quand même que les gens se regroupent, et peut-être que cette réunion qu'on a ce soir, il y a 30 ans, ça n'aurait pas été possible, il y aurait peut-être eu 10 personnes dans la salle. Voilà. Et maintenant, il y a une dynamique qui se crée au niveau mondial, et tout le travail qui est fait en réseautage aussi, avec des gens comme Canopé, à travers le réseau All for Trees, on le retrouve ailleurs ici également. Donc, ce que disait Canopé aussi, Bruno, c'est que ils sont peut-être peu de salariés, donc on est peu sur le front, mais par contre derrière, on sent qu'il y a quand même des énergies qui arrivent, des gens qui nous poussent et qui nous soutiennent, et sans soutien, nous, on peut rien faire, on n'est pas millionnaire. Je crois pas. Charlotte, non. Vraiment, on a très peu d'argent, on travaille des bouts de ficelle, mais aussi la bonne nouvelle, tu vois, j'en ai pour une deuxième quand même, je conclurai là-dessus, c'est qu'avec peu d'argent, localement, on peut avoir des impacts très importants et protéger des écosystèmes remarquables. Vraiment avec peu de choses. C'était positif. C'était très positif, et j'ai presque envie de renchérir dessus, parce que finalement vous avez montré des problèmes qui sont causés par des minorités, on va dire, de gens qui n'ont pas envie dans le bon sens, et peut-être une majorité un peu silencieuse d'acteurs qui font les choses bien, qui ont moins la force pour pouvoir communiquer. Et c'était un peu ça le sens, le All for Trees, c'est un peu ça, c'est de se fédérer pour améliorer les pratiques, communiquer plus, c'est de se mettre en réseau. Et moi aujourd'hui, j'ai la chance de travailler pour une fondation qui s'engage qui soutient justement beaucoup d'initiatives sur la préservation des forêts, donc la fondation Anyama. On soutient le formidable travail de Canopé, le travail de Cœur de Forêt. Je vois que dans notre salle, on a aussi le directeur de ProSilva. Et on a la chance de voir beaucoup d'associations sur le terrain qui se mobilisent, qui innovent, avec, oui, ces bouts de ficelle, mais beaucoup d'expertise, d'ingénierie, qui évitent de rentrer dans tous ces mécanismes de simplification qui abordent, qui sont amoureux de la complexité et trouvent des solutions. Et il y en a plein. Il y a plein de structures. Tu as cité aussi Silvact. Voilà, il y a plein de structures aujourd'hui qui font les choses bien. Faut savoir les identifier. Faut savoir pas tomber dans les panneaux. Mais dans ce cas-là, vous pouvez regarder justement sur la page de la fondation. Vous verrez pas mal de partenaires qui, je l'espère, font les choses dans le bon sens. Je vais vous laisser maintenant la parole. Avez-vous des questions à poser à nos intervenants ? Bonsoir à tous. Déjà, merci pour tous ces éléments. C'était très riche, très fourni et très instructif. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que vous avez dit, notamment ce que vous avez dit, Monsieur Sivière et Madame Meruels. Je voudrais faire le lien entre les deux. Monsieur Sivière, vous avez parlé d'un système économique qui nous empêche finalement un peu de protéger l'environnement, et vous avez parlé d'une espèce, enfin, vous avez cité une litanie de dispositifs tous plus rocambolesques les uns que les autres. J'ai un peu l'impression qu'on est dans une situation où on va consommer de la protection de l'environnement comme on va consommer un steak. C'est assez flippant. Du coup, ma question, ce serait comment est-ce qu'on peut sortir de ce type de protection de l'environnement? J'ai l'impression que le fait de fédérer des associations, de faire appel, on va dire, à l'intelligence collective est une réponse, mais enfin, je voudrais avoir un peu plus votre avis sur cette question. Je partage vos inquiétudes peut-être, ou votre remarque, en tout cas c'est le cas, il y a une marchandisation de la nature qui se profile. C'est un secteur de croissance possiblement, hein, je reviens sur les aspects économiques, parce que pour moi ils sont fondamentaux. C'est compliqué, hein, c'est complexe, parce qu'en fait on se retrouve avec des acteurs associatifs tels que les nôtres, et avec des acteurs privés. Il y a certains acteurs privés qui agissent bien, je trouve, qui ont un bon esprit, et il y en a d'autres qui veulent s'en mettre plein les fouilles. C'est aussi clair que ça pour moi. Et c'est difficile de faire la distinction, je pense qu'il faut regarder cas par cas. C'est difficile pour moi de faire des généralités. Je serais un petit peu moins critique, quand même, mais un peu moins que Charlotte sur le carbone. On pourrait utiliser comme le carbone de bonne manière. On a besoin d'argent, hein, peut-être que j'ai trop parlé. On m'a coupé le sifflet. Voilà, comme ça, je vais continuer son micro. Oui, on a besoin d'argent, donc un troisième, merci. Un quatrième, c'est...
Non, ben, voilà. Ça marche? Non. Ouais, je continue sans micro, hein, c'est pas nécessaire. Donc en fait, voilà, je pense aussi que tous ces aspects... Merci. Ah oui, Charlotte, elle est précieuse. C'est pour ça que je me suis mis à côté d'elle. Oui, c'est extrêmement complexe. Et ces aspects économiques, en fait, prennent une source assez lointaine, hein, mais voire très lointaine, dans le néolithique et le chalcolithique, juste avant l'âge du bronze, en fait, avec l'extraction des métaux. Et l'extraction des métaux, donc chalcolithique, c'est le cuivre. Ensuite, l'âge de bronze, le bronze, etc., etc. Et à partir du moment où il y a eu une extraction des métaux, il y a eu des évolutions techniques qui étaient possibles, à tel point qu'un historien des sciences comme Lynn White, je ne sais pas si vous connaissez Lynn White, en 1967, a écrit un article très intéressant dans Science concernant l'évolution de la science et les possibilités qui ont été générées par cela. Enfin bref, tout ça a mené en fait à tout un tas d'évolutions techniques et scientifiques qui font qu'aujourd'hui, on est un peu coincé en fait dans un espèce de gros moulin qui nous pressure dans tous les sens, et on a du mal à sortir de cela. Hein. On discutait avec Solène. Parfois, quand il y a une mauvaise nouvelle économique, c'est une bonne nouvelle environnementale, mais nous, quand on a une mauvaise nouvelle économique, ça nous stresse. Et actuellement, c'est le cas. On trouve moins de fonds, on ne sait pas comment faire, et en même temps, on est content parce qu'on sait qu'il y a moins de pression sur l'environnement. Et on est nous-mêmes pris dans un espèce d'écheveau comme ça, on ne sait pas trop en sortir, on n'a pas de vision claire de comment on peut s'affranchir de ce système-là. Et donc, ce que vous décrivez, en fait, c'est quelque chose que l'on ressent aussi, mais à court terme, je ne vois pas de solution possible. C'est compliqué d'aller vers une voie tierce qui soit... Alors, elle peut être faite d'un point de vue dictatorial, hein, à la limite, une dictature mondiale, ça pourrait être le cas, une imposition, en fait. Mais on a tellement pris l'habitude d'avoir nos aises, notre confort, etc. C'est pas facile d'en sortir. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais Charlotte va compléter brillamment. C'était très bien ce que tu as dit. Et je voulais plus compléter effectivement sur des mécanismes qui existent. On a parlé des crédits carbone, on a parlé des crédits biodiversité et de la plantation d'arbres qui sont un peu des objets marketing. Mais derrière tout ça, et nous c'est ce qu'on essaie de promouvoir aussi, c'est la philanthropie. C'est aussi comment on peut soutenir des structures aujourd'hui qui travaillent sur le bien, l'intérêt général, qui vont effectivement ne pas avoir de conflit d'intérêts, parce que c'est aussi la problématique, qui vont juste agir pour ces populations-là, pour la forêt. Et je pense que c'est cette dynamique-là qu'il faut aussi qu'on arrive à réintégrer dans nos sociétés, juste d'aller vers cette philanthropie envers des structures, envers des personnes en qui on a confiance. Il faudra peut-être des labels aussi pour ne pas se planter et justement aller éviter de soutenir des structures qui derrière après on apprend que c'est pas toujours tout rose. Mais il y a cet élan de générosité qui est très peu aujourd'hui encore existant sur l'environnement. L'environnement, c'est 9% des dons en France. Vous avez un organisme qui s'appelle le 1% pour la planète qui permet en fait à chacun d'agir à hauteur de 1%. C'est aussi des solutions où on se dit bah, j'ai des moyens, je vais aussi les rétribuer. Donc on parlait un peu d'imposition, mais peut-être que c'est ça, c'est qu'en fait chacun doit aussi donner un peu de son temps, de son argent en fonction de ses moyens. Et là on arriverait à recréer cet impôt positif pour aller préserver. Mais on aura besoin de sous malheureusement pour pouvoir équilibrer. Après c'est est-ce que ce sous-là, cet argent-là vient d'une économie qui n'est pas vertueuse ou est-ce qu'elle vient d'une économie qui est vertueuse? On parle de sobriété, donc on essaye de changer aussi les mécanismes. Les projets qu'on développe, ils doivent aller vers cette transition